You gotta do what you gotta do. Go work out now. Mais ça va pas. Mais ça se trouve, ils regardent des vidéos motivation, tu vois. Ceux qui connaissent pas Amanda, bah, elle est perchée en fait. Ça fait plaisir. C'est bien, reste comme t'es. Les amis, bonjour à tous. Aujourd'hui, on a une vidéo très intéressante et en plus une vidéo que je ne fais pas tout seul parce que je suis avec Amanda. Bonjour Amanda. Salut. Première fois qu'on te voit sur cette chaîne. Et ouais. Enfin, on t'a déjà entendu. On m'a déjà entendu, puis on a eu une magnifique citation. Parce que tu interviens de manière très juste quand je tourne mes vidéos, parce que Amanda travaille avec moi sur le contenu YouTube. Elle intervient de manière très juste. Je me suis dit que ça pourrait être cool qu'elle soit devant la caméra. Qu'est-ce que t'en penses? Bah oui, si je peux t'embêter. Ouais, tu vas. Toujours avec plaisir. Tu vas pas m'embêter, au contraire. Et en plus, la vidéo, elle est cool aujourd'hui parce que j'ai publié sur Instagram un quiz spécial femmes il y a quelques jours, voire même quelques semaines, où il y a eu plus de 2500 réponses. Donc vraiment très très cool d'avoir participé. Aujourd'hui, on va faire un petit débrief des réponses et puis bien sûr donner les bonnes réponses sur le petit test qu'il y avait en fin de quiz. Effectivement. Du coup, au début, on a analysé un petit peu les pratiques de chacune. Depuis combien de temps faites-vous de la musculation? Généralement, c'était entre 1 et 3 ans. Ouais, donc ça vous permet d'identifier un petit peu l'expérience des personnes qui ont suivi ce test et vous avez de toute façon les autres résultats qui s'affichent à l'écran si jamais vous êtes curieux pour voir un petit peu ce que les femmes font dans la muscu. Quel est votre objectif principal? 43,7% ont répondu prise de muscle contre seulement 1,9% pour la gestion du stress. Et après en deuxième, on a eu perte de gras, bien-être général et amélioration des performances. J'aurais pensé que la perte de gras aurait été en premier. Moi aussi, j'avoue. Mais même pas parce que c'est un cliché homme-femme, c'est juste que moi en tant que coach, je sais pas si c'est ton cas aussi, j'ai toujours eu plus de clients, tous sexes confondus, qui étaient plus intéressés par la perte de gras. Je suis d'accord, mais on veut tellement prendre des fesses que prise de muscle, ça arrive en premier. Peut-être que c'est lié aussi à l'expérience des femmes qui ont répondu à ce quiz, parce que je pense qu'elles sont plutôt expérimentées. Oui, à mon avis, c'est révélateur du fait qu'elles soient plus intéressées par la prise de muscle. Mais c'est bon à savoir. Ensuite, on les a interrogées sur la durée des séances et 40,9% ont répondu entre 1h et 1h15 de séance. Quand on avait créé le questionnaire, on avait eu peur qu'en fait, beaucoup de personnes répondent plus d'1h15 parce que c'est vrai que c'est souvent quand même qu'on voit des personnes rester 1h30, 2h, voire parfois 2h30, je vous assure que c'est vrai, à la salle, pour rien quoi. Ouais, pour rien. Donc là encore, c'est plutôt rassurant de voir que 40% d'entre vous n'ont besoin que d'1h à 1h15 pour faire leur séance et 24% ont besoin de plus d'1h15. Combien de fois par semaine travaillez-vous le haut du corps? Celle-là, je l'attendais. J'étais un peu mauvaise langue parce que j'étais persuadé qu'il n'y allait pas avoir beaucoup de personnes, beaucoup de femmes qui travaillent le haut du corps. Mais en vrai, on a 52,9%, donc plus de la majorité, qui travaillent effectivement le haut du corps 2 fois par semaine. Et on a quand même 20% des femmes qui le travaillent 3 fois par semaine. Et ça veut dire qu'on a bien fait notre travail de coach. On les a assez rabâchés avec le fait qu'il ne faut pas oublier le haut du corps. Et ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Est-ce que vous évitez de travailler le haut du corps par peur de devenir trop musclée ou moins féminine? À 92,1%, les femmes ont répondu non. Et ça me fait super plaisir. Ça veut dire qu'on commence à réussir à repousser les dictats de la société comme quoi la femme ne doit pas avoir un haut du corps dessiné ou développé. Moi, je me souviens quand j'ai commencé à travailler en salle, il ne se passait pas une semaine sans qu'au moins 2 adhérents me disent « Hey, putain, t'as un dos de déménageur, tu fais pas de la natation? Sans pitié. Tu fais des déménagement le week-end? Ça, c'est moche, ça. J'ai pas fait le haut du corps pendant 1 mois après. Ah ouais, mais tu m'étonnes que ça doit traumatiser un petit peu. Mais les gens n'ont pas toujours beaucoup de tact pour parler de ce genre de choses. Surtout que pour eux, c'était un compliment parce qu'une nana qui a un haut du corps, c'est sympa. Pour juste revenir sur ça, il faut travailler le haut du corps. Il ne faut pas avoir peur d'être trop musclé ou moins féminine. Après, les goûts personnels peuvent changer. Peut-être que vous n'avez pas envie de trop développer les épaules ou le dos, etc. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler le haut du corps. Ça veut juste dire qu'il faut adapter un peu votre programme d'entraînement. Si on oublie une partie du corps, la posture pourrait être plus ou moins endommagée. C'est important d'avoir un physique harmonieux, mais pas que sur le plan esthétique, surtout sur le plan répartition des forces. Point de vue fonctionnel. Fonctionnel. Je savais que tu cherchais ce mot. Exactement. Travaillez-vous les biceps et triceps? 80% de oui. Très intéressant. Moi, je l'ai fait, pardon. Pardon? Tu fais pas les biceps ni les triceps? Les triceps, j'ai envie de vomir à chaque fois que je les fais. Mais parce que tu veux pas des gros bras ou parce que ça te saoule de les faire? Parce qu'en fait, j'ai un biceps qui est tout petit et mon tendon, il est super grand. Biceps court. Eh oui.
Ça, c'est triste. Hein. Voilà. Ceci dit, la majorité des femmes ont un biceps court. Hein. Bon, ça me rassure. Et ça, c'est un fait. Donc, bon, voilà, ça peut peut-être peser dans la balance. Travaillez-vous le dos? Oui à 90,4% et non à seulement 2,7%. Donc ça, encore une fois, c'est top, ne changez rien. Et les personnes qui ont répondu non, qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous ne travaillez pas le dos? En plus, le dos, c'est un groupe musculaire tellement imposant. Il y a tellement de muscles hein, dans le dos en général. Hein. Il y a les trapèzes, il y a les dorsaux, il y a les lombaires, entre guillemets. C'est bizarre de ne pas travailler le dos ou de ne le travailler que de temps en temps. Parce que ça pourrait même intervenir sur les performances sur le bas du corps. Ah bah oui, carrément. Pour avoir un bon squat, il faut quand même avoir un dos solide. Hein. Même sur le soulevé de terre. Même sur le soulevé de si terre. tu veux soulever la barre du hip thrust, ouais, il faut un dos solide. Les érecteurs du rachis, ils ont intérêt à être costauds. On est d'accord, travaillez le dos, c'est très important. Travaillez-vous les adducteurs, abducteurs. Qu'est-ce qu'il y a? Ne sois pas trop méchant. Pourquoi? Tout de suite, je suis catalogué. Bon, ok, je déteste la machine adducteur et abducteur. Je la déteste. Mais vraiment, vraiment, je la déteste. Et pour moi, elle n'a aucun sens. Bref, je pourrais passer toute une vidéo à démonter la machine adducteur-abducteur. C'est pour ça que j'en ai pas dans ma salle de sport d'ailleurs. Si, il a une photo et il balance des fléchettes dessus toute la journée. Imagine le psychopathe. Oui à 70%. Donc 70% des femmes interrogées travaillent les adducteurs et les abducteurs. Et on a 20% de temps en temps et 10% non. Tu vois, moi, je suis plutôt content de voir qu'il y a 10% des femmes qui ne travaillent pas les adducteurs-abducteurs. Moi, je peux comprendre pourquoi elle l'utilise. Hein. Ça fait des bonnes sensations et même si les sensations, c'est pas forcément gage de qualité ou d'efficacité, psychologiquement, voilà quoi. Mais justement, tu parlais tout à l'heure de sortir des dictats de la société. Oui, je sais. Est-ce qu'on n'essaierait pas justement de sortir de cette notion de il faut les travailler pour avoir bonne conscience? Cela dit, depuis que je m'entraîne ici, vu qu'il n'y a pas cette machine-là, je ne la fais plus. Elle me manque, mais je sens que je peux m'en passer et mes entraînements n'ont pas perdu en qualité ni en efficacité depuis que je ne la fais plus. Je pense qu'on peut s'en passer. Ouais, en fait, je suis partisan de la simplicité. Je déconseille pas de travailler les adducteurs et les abducteurs. D'une part, je déconseille de les travailler sur la machine, vous savez, la machine qu'on trouve dans toutes les salles de sport. Mais qui plus est, vous avez peu de chances de pouvoir hypertrophier les adducteurs et les abducteurs en les travaillant avec un schéma classique de séance de musculation, parce que c'est un groupe musculaire un peu particulier. Et en soi, les adducteurs et les abducteurs travaillent sur d'autres exercices. Vous faites du soulevé de terre sumo, les abducteurs travaillent. Vous faites du squat ou de la presse à cuisse, les adducteurs travaillent. Donc il y a plein de distinctions à avoir qui ne vous obligeraient pas à utiliser cette machine. Vers quel exercice vous tournez-vous en premier pour travailler vos fessiers? Ça aussi j'aime. Vas-y, je te laisse lire les Le résultats. hip thrust à 58,2%, suivi de très près par le squat à 24,4%. Pas si près, hein. Ah ouais, j'avoue. Seulement 8% pour les fentes bulgares. Et là, tu vas être content, kickback à la poulie que 2,3%. Bien joué. Je peux en vouloir à personne hein, de privilégier le hip thrust, mais je suis quand même surpris que le hip thrust, les résultats sont plus de 2 fois plus importants que le squat. Alors que, vous le savez, je l'ai dit dans plein de vidéos, les exercices les plus intéressants pour l'hypertrophie, c'est les exercices à forte tension d'étirement. Le squat est un exercice à forte tension d'étirement, donc c'est celui qui peut provoquer la plus grosse croissance musculaire sur les fessiers. Ceci dit, étant donné que le hip thrust est un exercice à forte tension de contraction, il est plus facile à maîtriser et c'est pour ça que vous avez probablement plus de sensations sur le hip thrust. C'est normal, hein. Tous les exercices de contraction provoquent de meilleures sensations. Faites le petit test, contractez votre biceps dans cette position, vous allez sentir la contraction du biceps. Essayez de contracter le biceps avec le bras tendu, c'est bien plus difficile. C'est même très dur. Impossible, je pense. C'est pas impossible, c'est très difficile. Ça vous donne juste une idée de la difficulté de maîtriser le squat en variante fessier pour travailler ce groupe musculaire-là. Mais je vous conseille quand même d'apprendre parce que c'est un outil redoutable dans une séance fessier. Le squat bien effectué, en complément du hip thrust évidemment, c'est un exercice redoutable. Si vous faites du cardio, quelles sont les raisons qui vous poussent à en faire? Amélioration des capacités cardiovasculaires, perte de poids, défoulement. Et la réponse la plus donnée, c'est amélioration des capacités cardiovasculaires à 65%. Je rigole, voilà, je rigole parce que c'est du mytho. En tout cas, quand j'ai vu les réponses, je me suis dit, bon, est-ce que c'est la réalité? Qu'il n'y a pas une part de bonne conscience à se dire on ne fait pas du cardio pour être canon ou pour avoir des abdos, une taille fine, etc. On fait du cardio pour améliorer les capacités cardiovasculaires. Qu'est-ce que t'en penses? Bah, pour monter les 3 étages de la Part-Dieu quand les escalators sont en panne, ça peut servir, tu vois. La Part-Dieu, c'est une tour à Lyon qui est très haute. Parce qu'il n'y a pas que des Lyonnais qui nous regardent. Ah oui, c'est vrai. Mais après, moi, je l'avoue bien volontiers. Si je fais du cardio, c'est en premier lieu pour la composition corporelle. Après, évidemment, c'est toujours génial d'avoir des capacités cardiovasculaires qui s'améliorent. Mais clairement, si je fais du fractionné ou n'importe quel autre type de cardio, c'est pour sécher. C'est pour avoir moins de gras, avoir des abdos. Un jour. Un jour. Je rigole, mais moi j'en ai pas alors. Vous entraînez-vous pendant vos règles? Alors, à 91,4% de réponse,
Oui, et il y a plein d'études qui ont été faites. Les femmes qui s'entraînent pendant leurs règles, c'est à prendre un peu au cas par cas parce qu'en fonction du cycle, ça va dépendre des mois. Il y a des mois où vous allez pouvoir vous entraîner et d'autres en fait où les douleurs seront tellement désagréables, horribles, que du coup vous n'aurez pas envie de vous entraîner. Et quand on a nos règles, parfois on est fatigué, donc on n'a pas forcément envie de s'entraîner. Mais comme je vous le disais, il y a des études qui ont montré que ça pouvait réduire les douleurs du bas du ventre, le fait de s'entraîner. Peut-être que c'est dû à la production d'endorphines, honnêtement je ne sais pas. Mais c'est toujours bon de savoir que l'entraînement peut même diminuer les douleurs. Trop intéressant. Est-ce qu'on n'avait pas une vidéo prévue sur les règles d'ailleurs? Elle est sur le feu, elle arrive bientôt. Ok, parfait. Et du coup, ça sera l'occasion pour Amanda d'intervenir de nouveau sur cette chaîne. Bon, c'est pas parce que c'est un quiz spécial femme qu'il n'y a pas des garçons qui regardent cette vidéo. Et les gars, je suis sûr que vous avez envie d'acheter une belle tenue à votre copine, hein? Et si c'est le cas, choisissez Gymshark. Pour ça, vous cliquez sur le premier lien dans la description. Bon, les filles, vous n'allez pas pouvoir prendre les mêmes modèles que moi, mais Amanda a de très beaux vêtements aussi et vous allez pouvoir les retrouver sur le site Gymshark. Donc, faites-vous plaisir et puis soutenez la chaîne. Vous savez que c'est la meilleure façon de soutenir mon travail et notre travail d'ailleurs et nous permettre de continuer à publier des vidéos. Donc, faites votre prochaine commande sur Gymshark en cliquant sur le premier lien dans la description et nous, on continue avec notre petit quiz. Dans le cas où vous auriez de la cellulite, représente-t-elle un complexe pour vous? Et la réponse est non à 62%. Non, c'est normal d'en avoir. À comparer de oui, c'est un complexe à 38%. Donc, tu vois, c'est pas non plus une grosse victoire du non, hein. Oui, parce que ça a pu être un complexe et ne plus l'être maintenant, ça c'est mon cas, mais ça peut aussi être devenu un complexe alors que ça l'était pas du tout avant. Ouais, faut rappeler que la cellulite, c'est normal d'en avoir, hein, et que parfois on peut faire beaucoup de sport et en avoir quand même. C'est la génétique. C'est la génétique, ouais, donc c'est un peu compliqué. C'est facile à dire pour nous de vous dire faut pas complexer parce que c'est normal, mais en réalité, vraiment, faut pas complexer parce que c'est normal, même s'il y a probablement des choses pour améliorer son bien-être et son physique en général. La circulation du sang. Effectivement, les bonnes habitudes alimentaires, le sommeil, dans certains cas, ça va être impossible de s'en débarrasser complètement. Et puis en plus, ça va dépendre du type d'éclairage. Si par exemple, vous êtes en cabine d'essayage, l'éclairage souvent, il n'est pas très bon et là, je trouve que ça fait vraiment ressortir la cellulite. C'est sûr que si vous vous comparez à des photos qui ont été retouchées sur les magazines ou même sur Instagram où on est venu lisser la peau et qu'il n'y a pas un grain d'imperfection, dans ces cas-là, il y a de quoi complexer, c'est vrai, mais s'il vous plaît, souvenez-vous que la cellulite, c'est absolument normal et ok d'en avoir. On pourrait même dire les vergetures et tout le reste. Ah ouais. Moi, je suis couvert de vergetures, ça se voit peut-être pas forcément, tu vois, on les voit comme ça. Mais bon, c'est la vie, ça fait partie de la muscu aussi, ça fait partie de la vie en général. On est des tigres. Je suis un bon petit tigre parce que j'en ai pas mal. Bref, quel est le groupe musculaire le moins sollicité lors d'un squat à la barre avec une technique classique? Les ischios, les fessiers, les quadriceps, je ne sais pas. Évidemment, c'est les ischio-jambiers et ça a été la réponse la plus donnée avec 60% des réponses. Bravo. Mais on a quand même eu 25% de fessiers. Peut-être les personnes qui pensent que ça ne travaille que les cuisses. Ouais, la réponse est non. Pour mettre l'accent sur le grand fessier lors d'un squat, que faut-il faire en premier? Favoriser la flexion de hanche à 52,1% contre favoriser la flexion de genou à 12,2%. Du coup, ça veut quand même dire que les personnes qui ont répondu à ce quiz sont assez averties sur l'anatomie et la biomécanique. Donc effectivement, pour favoriser le grand fessier, il faut commencer par une flexion de hanche. Donc vulgairement, pousser les fesses sur l'arrière avant d'envisager de pousser les genoux sur l'avant. Le soulevé de terre jambes tendues est un mouvement polyarticulaire ou monoarticulaire. Et là, on a eu 67,7% des réponses qui disaient mouvement polyarticulaire. Et effectivement, ça c'était un petit piège de ma part, c'était la question sournoise. Le soulevé de terre jambes tendues est un exercice monoarticulaire. La seule articulation engagée, c'est l'articulation de la hanche. Comme il n'y a qu'une seule articulation, monoarticulaire. C'est pas parce que c'est un exercice où on peut mettre beaucoup de poids que ça en fait un exercice polyarticulaire. Et j'ai d'ailleurs un autre exemple d'exercice monoarticulaire qui est souvent considéré comme l'inverse, c'est le hip thrust. Le hip thrust, c'est un exercice monoarticulaire puisqu'il n'y a que l'articulation de la hanche qui est engagée. C'est pas parce que vous pouvez soulever 150, 200 ou 250 kg que ça en fait un exercice polyarticulaire. Et je me demande si réellement, lorsqu'ils voient les termes polyarticulaire et monoarticulaire, ils savent ce que ça engage plusieurs ou une seule articulation. On aurait peut-être dû mettre une question, que veut dire polyarticulaire? C'est vrai. Et aussi, c'est pas parce qu'un mouvement est monoarticulaire qu'il est moins énergivore qu'un mouvement polyarticulaire. Et j'irai même encore plus loin. Merci de me faire remarquer ça. C'est pas parce qu'un mouvement est monoarticulaire qu'il est moins efficace pour l'hypertrophie. Ça, on l'entend très souvent aussi.
des gens qui mettent en avant uniquement le polyarticulaire parce que c'est plus fonctionnel. Mais en fait, il y a des groupes musculaires, on n'a pas le choix. On est obligé d'utiliser des exercices monoarticulaires et les ischios en sont un exemple parfait. Question suivante, est-il possible d'affiner un muscle? Et on a eu 68,2% de non. Et effectivement, non, il n'est pas possible d'affiner un muscle. Alors peut-être que vous vous laissez un peu avoir par l'appellation et le terme affiner, mais lorsque vous affinez un muscle, en réalité, vous perdez du gras. Un muscle plus fin, c'est juste qu'il y a moins de gras par-dessus. Mais le muscle en lui-même ne peut pas s'affiner. Je vous rappelle que les fibres musculaires, soit elles grossissent, soit elles rapetissent. Fin de l'histoire. Donc il n'y a pas de question d'affinage musculaire, ça n'existe pas. Ni de galbage, tonifiage. Voilà, tout ça c'est du vent. Par contre, on pourrait considérer qu'on peut affiner une jambe, par exemple, en perdant du gras. Oui, mais par contre, on ne peut pas localiser la perte de gras. Non, et ça, on y reviendra juste après. Travailler les pectoraux fait perdre de la poitrine. Roulement de tambour. Alors, la réponse. Non à 87,5% contre oui à 12,5%. Mais ça ne représente que 310 réponses. Je pense que non, les pectoraux ne font pas perdre de la poitrine, puisque on en revient encore à la localisation du gras. Alors, j'ai fait des petites recherches tout à l'heure, et effectivement, on ne peut pas localiser la perte de gras. Cela dit, il y a quand même une étude qui avait réussi à prouver que c'était possible, mais c'était sur des femmes non entraînées et qui avaient déjà un certain âge. Moi, personnellement, on a tendance à confondre le développement musculaire et le fait de perdre en fait du tissu graisseux au niveau de la poitrine. Il faut savoir que les seins, c'est constitué à un certain pourcentage de masse grasse et ensuite, en dessous, il y a le muscle. Donc, si rajouter des exercices qui viennent travailler les pectoraux dans votre séance augmente votre dépense énergétique totale auquel vous n'allez pas forcément compenser avec la nutrition, dans ces cas-là, vous êtes en déficit énergétique et là, du coup, vous allez perdre la masse grasse, mais sur l'ensemble du corps. Et il y a beaucoup de femmes, dont je fais partie malheureusement, on va perdre des seins en premier. Mais en fait, la perte de la poitrine, elle pourrait être causée par d'autres exercices qui n'ont rien à voir avec les pectoraux. Donc en fait, la course à pied, les squats, le hip thrust, même vos exercices préférés, ça se trouve, ils vous font perdre de la poitrine. Mais ça n'a rien à voir en fait. Parce qu'ils vous font perdre du gras. En fait, ils vous font pas perdre de la poitrine, mais ils vous font perdre du gras en général. Et oui, ça c'est la loi de la nature. Est-ce que travailler les dorsaux donne l'impression d'avoir une taille plus fine? On a eu oui à 55,8%. Et ça dépend à 34,9%. Pour moi, la question elle était plutôt claire. Alors oui, travailler les dorsaux donne l'impression d'avoir une taille plus fine. Il n'y a pas de doute sur la question. J'aimerais bien comprendre pourquoi certaines personnes ont répondu ça dépend. Peut-être que c'est un peu flou le terme dorsaux et ils ont imaginé le dos en général. Les dorsaux, c'est bien grand dorsal et puis on pourrait considérer que grand rond, petit rond aussi, ça fait partie des dorsaux. Mais effectivement, plus les dorsaux vont être développés, plus vous allez gagner en largeur entre guillemets et plus en proportion, la taille paraîtra plus fine. Donc effectivement, la réponse était oui. Est-ce que la musculation renforce la densité osseuse? C'était l'une de mes questions préférées, j'avais trop hâte de voir les réponses et je suis triste de voir qu'à 54,9%, les femmes ont répondu non. Qu'on soit bien clair là-dessus, la musculation renforce la densité osseuse et si vous avez des personnes autour de vous, des femmes notamment, qui ont plus de 30 ans, bon, les traitez pas de vieilles, mais faites-leur bien comprendre qu'elles ont tout intérêt à faire de la musculation dès aujourd'hui parce que ça va leur permettre de lutter contre deux phénomènes. L'ostéoporose qui arrive avec l'âge, donc c'est la porosité des os qui deviennent de plus en plus fragiles à cause d'un manque de calcium, et la sarcopénie. La sarcopénie, c'est la dégénérescence des tissus musculaires. Et les deux en fait sont imbriqués. Si vous faites de la musculation, vous créez du stress qui va forcer les os à rester solides pour pouvoir supporter tout ça. Donc oui, définitivement, la musculation renforce la densité osseuse. Encore une raison de pratiquer ce merveilleux sport. Est-il possible de perdre du gras et construire du muscle en même temps? Oui, à 93%. Vous êtes bien renseigné. Évidemment, la réponse est oui. Donc je suis bien content qu'on ait autant de bonnes réponses. Lequel de ces facteurs contribue le plus à la croissance musculaire? Est-ce que c'est le temps sous tension, la tension mécanique, le stress métabolique, les courbatures ou boire un shaker de protéines en post-entraînement? La réponse la plus donnée, c'est le temps sous tension à 40%. Et malheureusement, c'est pas la bonne réponse. Le facteur qui contribue le plus à la croissance musculaire, c'est la tension mécanique. Les autres viennent après et j'ai même envie de dire que les autres n'ont pas autant d'influence ou en tout cas, l'influence que ça a avec la croissance musculaire n'est pas aussi bien identifiée. Oui, le temps sous tension, ça contribue probablement à la croissance musculaire,
musculaire. Oui, le stress métabolique, ça contribue probablement à la croissance musculaire, mais on n'en est pas autant sûr que la tension mécanique. La tension mécanique, c'est le premier facteur de croissance musculaire. Mettez-vous ça dans la tête. Le soulevé de terre jambes tendues recrute principalement les fessiers ou les ischios. Et là, apparemment, on va se battre sur la réponse parce que à la base, on n'est pas trop d'accord. 82% des personnes ont répondu les ischios. Merci, parce que effectivement, c'est ce que je préconise, ou en tout cas, c'est ce que je dis. Et Amanda n'était pas trop d'accord parce que ça va dépendre comment tu écartes tes pieds en fait. Moi, je trouve que si tu écartes plus les pieds et que tu mets les pointes de pied légèrement sur les extérieurs, tu as une belle sollicitation au niveau des fessiers. Mais ça, tu as raison. Ça, je suis totalement d'accord parce que le grand fessier, il est rotateur externe. Donc, plus vous allez ouvrir les hanches et potentiellement plus les fessiers seront recrutés. Donc oui, ça, c'est un bon conseil, on est d'accord. Après, j'ai jamais dit que ça n'engageait pas les ischios. En fait, moi, ce qui me gêne, c'est le jambes tendues. Je vois pas pourquoi on fait du soulevé de terre jambes tendues pour travailler principalement les fessiers, puisque les fessiers, ils n'ont aucun rapport avec la flexion de genou. C'est vrai. De manière logique, si tu veux travailler les fessiers, fais du soulevé de terre tout court. Parce que la flexion de genou n'a pas d'influence là-dessus. Après, c'est vrai que sur Instagram, le soulevé de terre jambes tendues, il est vendu à toutes les sauces, mais pour travailler les fessiers en fait. Mais tu sais pourquoi aussi ? Parce que ça fait des belles vidéos de fesses. Bah oui. C'est aussi simple que ça. Donc on les connaît, les filles qui se tirent le legging jusqu'à la poitrine. Faut le dire, ça fait des belles vidéos sur Instagram. Il y en a qui se rincent l'œil. Mais en termes d'efficacité et de cohérence biomécanique, non, faites du soulevé de terre jambes tendues pour les ischios et faites du soulevé de terre classique ou les jambes légèrement fléchies pour les fessiers, avec potentiellement une petite ouverture de hanche comme l'a conseillé Amanda. Quelle phrase décrit le mieux la phase excentrique sur un curl biceps? Le moment où je descends les haltères, le moment où je remonte les haltères, aucun des deux, on reste les bras tendus. 75,7% des femmes ont répondu le moment où je descends les haltères. Petit mémotechnique, excentrique, étirement musculaire, concentrique, contraction musculaire. Aller jusqu'à l'échec musculaire est-il nécessaire pour l'hypertrophie? On avait non, oui ou c'est quoi l'échec musculaire? Il y a quand même 10% des personnes qui ont répondu c'est quoi l'échec musculaire? Il n'y a pas de moquerie à avoir, hein. C'est clair que c'est un terme qui n'est pas forcément expliqué à chaque fois. La réponse est non, bien sûr, et ça a été bien répondu par 59% des personnes. Aller à l'échec musculaire n'est pas nécessaire pour l'hypertrophie. L'hypertrophie, c'est plutôt l'accumulation du volume de travail et la surcharge progressive qui vont provoquer des résultats. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se dépasser à la salle, mais vous n'êtes pas obligé d'aller à l'échec musculaire à chacune de vos séries, ni à chacun de vos exercices, ni à chacune de vos séances. Tant que vous allez accumuler un certain nombre de volumes et que vous allez surcharger progressivement, on est bon. C'est mieux de garder même quelques petites répétitions de réserve. Complètement, je suis d'accord. La durée optimale d'une séance de musculation est 1 heure à 38,7% contre 1h30 à seulement 6%. 1 heure, moi je pense que c'est optimal. 45 minutes si l'enchaînement des exercices est cohérent et que le temps de repos est suffisant. Ouais, je pense aussi qu'1 heure, c'est la durée optimale. Bien sûr, il y a toujours des petites notions supplémentaires à prendre en compte. Oui, ça dépend si tu comptes le temps de charger tes barres, de décharger, parce qu'il faut décharger le retour au calme, etc. S'il y a du monde à la salle. C'est ça. Mais effectivement, moi je m'entraîne 1 heure, à 5 minutes près, et c'est ce que je recommande aux personnes qui pratiquent ce sport. Est-ce que la quantité de transpiration est liée à une plus grande dépense calorique? Non, à 95%, évidemment, c'est non. Il n'y a pas de liaison entre la transpiration, la perte de gras ou la dépense calorique, donc là, tout va bien. Les courbatures. Alors, à 90,9%, vous avez répondu que ça ne résultait pas forcément d'un bon entraînement. Et vous avez raison. C'est vrai que ce n'est pas forcément important pour la progression. Ça peut être un bon indicateur, mais il y a autre chose à voir pour mesurer sa progression. D'après vous, quels peuvent être les effets du stress chronique sur le corps? Baisse des performances, stockage accru des graisses, plus grande rétention d'eau, catabolisme musculaire? Et effectivement, il fallait cliquer sur toutes les réponses. Là, vous aviez la possibilité de prendre toutes les propositions et c'était le cas. Un stress chronique au niveau du corps peut provoquer toutes ces choses-là. Donc baisse des performances, stockage accru des graisses, plus grande rétention d'eau, catabolisme musculaire. C'est pour ça que le stress, c'est réellement un ennemi et il faut tout faire pour le réguler. Il ne faut pas le supprimer, hein. Il faut juste faire en sorte que vous ayez les bonnes sécrétions de cortisol au bon moment. Selon vous, laquelle de ces deux activités brûle le plus de calories en 20 minutes? Le HIIT à 65,4%, alors que la course à pied n'atteint que 13,9%. Et il me semble que tu avais fait une vidéo à ce sujet où tu disais que le grand gagnant, c'était la course à pied. Et oui,
Alors après, je peux comprendre les femmes qui ont répondu ça dépend, parce que ça dépend de... Des temps de repos. Des temps de repos, ouais. L'intensité. Exactement. Donc effectivement, ça dépend. Mais oui, la course à pied est en règle générale plus énergivore que le haute intensité, tout simplement parce que le haute intensité, il y a de la récup. Et à partir du moment où vous mettez de la récup quelque part, c'est des périodes où vous ne brûlez pas autant de calories. Je suis surpris de voir que la course à pied a aussi mauvaise réputation pour la dépense calorique. On aura beau vous dire que le HIIT va vous faire brûler un maximum de calories, même des heures après l'entraînement. J'ai même déjà lu, même des jours après l'entraînement. Ça, en fait, calmez-vous, parce que ça s'appelle l'effet EPOC. En fait, si vous brûlez l'équivalent d'une banane après votre entraînement, c'est bien le bout du monde. Ouais, donc la course à pied, ce sera vraiment le plus efficace. Peut-on localiser la perte de gras? Non. Est-il possible de transformer le gras en muscle? Non plus. Voilà, vite fait, bien fait. Quel est le pourcentage de masse grasse de cette femme selon vous? Alors nous, on s'est concerté un petit peu avant. On est d'accord pour dire que elle est à plus de 16%, c'est sûr. 11-13%, elle aurait eu quand même, je pense, un peu plus de définition au niveau de la sangle abdominale. En fait, 11-13% pour une femme, c'est incroyablement bas. Ouais, Il faut réaliser que 11-13%, c'est veine sur les abdos probablement, ou en tout cas, c'est stries apparentes, etc. 11-13%, il y a peu de chances pour que tu puisses attraper un gros bout de gras au niveau du dos ou au niveau du ventre. Même 14-16%, c'est un très bon taux de masse grasse, c'est quand même relativement bas. Ouais. Il y a même certaines femmes qui peuvent perdre leurs règles à 16%. Oui, absolument. Que peut-il se passer si une femme atteint un pourcentage de masse grasse trop bas? Est-ce qu'il y a une potentielle aménorrhée, une chute de cheveux, possible déclenchement de TCA, une chute de la température corporelle? Encore une fois, c'était toutes les réponses. Donc il fallait cliquer sur toutes les propositions. Et effectivement, c'est pour ça qu'on vous sensibilise un petit peu à du déficit calorique trop important et à un taux de masse grasse trop bas, parce que ça peut vraiment être une catastrophe pour la santé. J'aurais même tendance à dire que c'est plus grave pour les femmes que pour les hommes. Oui. Descendre à 8% de masse grasse pour un homme, c'est pas agréable parce qu'il y a des diminutions du taux de testostérone, etc. Mais pour les femmes, il y a encore plus de répercussions. On est une machine à hormones, donc à partir de ce moment-là, si on n'a pas assez de gras, le corps va mettre plein de processus en stand-by. Et l'aménorrhée, même si vous perdez vos règles pendant quelques temps, elles finiront par revenir. Mais en attendant, la production de certaines hormones sera mise en stand-by et ça peut aussi déclencher de l'ostéoporose précoce. Les choses sont perturbées et c'est quand même pas optimal. Avez-vous déjà fait appel à un coach pour du coaching perso? Non, à 64,1%. Quel dommage. Bah ouais. Mais faites appel à un coach. Mais oui, appelez-nous. Avez-vous déjà suivi un programme d'entraînement de plusieurs mois de manière assidue? Donc ça veut dire aucune séance manquée, temps et temps de repos respectés. Oui, à 62,5%. C'est quand même un bon ratio. Ouais, qu'est-ce que t'en penses? Tu penses qu'ils ont été un petit peu trop laxistes? Ouais, je pense qu'il y a l'ego de se dire oui, psychologiquement, j'ai déjà suivi un programme. Par contre, si c'est vrai, c'est trop bien. Bravo à vous. Continuez vos efforts, ça va payer. Ça paye déjà, je pense. Si oui, avez-vous obtenu les résultats escomptés? Il y a quand même 38,6% de non. Ouais, et ça c'est problématique. Suivre un programme d'entraînement de manière sérieuse, normalement ça doit provoquer des résultats. Donc si c'est vous qui avez fait ce programme d'entraînement, posez-vous les bonnes questions. Peut-être qu'il faut faire appel à un coach. Petite mise en situation. Ninon a une maintenance calorique de 1800 calories. Va-t-elle prendre du gras si elle consomme tout d'un seul coup pour une quantité de macronutriments égale sur le repas du soir? On avait 3 propositions, oui, non ou ça dépend, et vous avez été 74% à répondre non. Et effectivement, quel que soit le moment où vous allez consommer vos calories, ça n'aura pas de répercussion sur la prise de gras si jamais les macronutriments sont égaux. Donc effectivement, la bonne réponse, c'était non. Et un plat de pâtes après 18h aura le même nombre de calories qu'un plat de pâtes à midi. Absolument. Après plusieurs semaines sans exercice physique et sortie au restaurant, vous souhaitez perdre quelques kilos. Que faites-vous? Vous reprenez votre routine d'entraînement habituelle, vous régulez les calories et mangez moins, augmentez le volume total de votre training, 30 minutes de cardio à jeun tous les matins. C'était quoi la bonne réponse pour toi? Pour moi, c'était la première. 86,8% ont bien répondu. On est d'accord. Juste reprenez votre routine d'entraînement et le corps fera le reste. Carrément. C'est pas nécessaire de se sacrifier avec des routines trop restrictives parce que c'est la meilleure façon d'abandonner. Sylvie, 35 ans, souhaite se tonifier mais a peur d'avoir des cuisses trop musclées. Que lui conseillez-vous? 2 séances jambes par semaine composées de mouvements polyarticulaires énergivores, genre squat, fente marché, soulevé de terre, un cours de cuisse abdos-fessiers et une séance d'escalier, vous savez le stepper, la machine cardio, ou alors 2 séances d'1 heure de cardio par semaine suivies d'un circuit abdos de 10 minutes. Et vous avez été une majorité, 65% à répondre
2 séances par semaine composées de mouvements polyarticulaires énergivores, squat à la barre, fente marché, soulevé de terre. Qu'en penses-tu? Effectivement, ça peut faire peur, surtout quand on est débutante, de faire des mouvements avec de la charge additionnelle. On a tout de suite le cliché de Schwarzy avec des grosses cuisses et des gros bras, alors qu'en fait, ça prend du temps avant d'atteindre un tel niveau. Et au contraire, ça vous permettra d'affiner vos cuisses beaucoup plus rapidement que si vous faisiez un cours de cuisse abdos fessiers ou du cardio. Ouais, en fait, faut pas oublier que lorsqu'on souhaite se tonifier, en vrai, on souhaite prendre du muscle et potentiellement perdre du gras. Et pour ça, la meilleure façon de faire, c'est de faire des mouvements polyarticulaires comme le squat, les fentes, etc. Faites confiance au processus. Solène, 22 ans, souhaite prendre des fesses sans prendre trop de cuisses. Que lui conseillez-vous? Quelques exercices polyarticulaires et d'isolation, travailler uniquement les fessiers en isolation, choisir des mouvements polyarticulaires qui demandent beaucoup d'énergie. À 81,8%, les femmes ont répondu un mix des deux, polyarticulaire et isolation. Donc la bonne réponse, c'était bien quelques exercices polyarticulaires et d'isolation, parce que les polyarticulaires, c'est là où vous aurez le plus de tension mécanique. On a vu que c'est ce qui confère un maximum de gains musculaires. Absolument. Et petite note sur les exercices d'isolation, tu l'as très bien dit en off, je ne considère pas vraiment que les exercices d'isolation sont inférieurs aux exercices polyarticulaires. D'ailleurs, pour moi, le principe en muscu, c'est d'isoler un muscle même sur les mouvements polyarticulaires. Donc le squat, je le fais uniquement soit pour les quadriceps, soit les fessiers, et on accorde son exécution par rapport à ça. Estelle a une dépense énergétique de 1400 calories par jour. Habituellement, elle mange 150 grammes de pâtes le midi, mais aujourd'hui, elle n'a pas le temps. Va-t-elle stocker du gras si elle décide de les manger ce soir, en plus de son dîner habituel? Non, à 90%, s'il vous plaît, un tonnerre d'applaudissements. Ouais, c'est bien. Là, Merci. on a capté comment ça fonctionnait. Donc non, évidemment, elle ne va pas prendre du gras. Le total calorique sera le même. Les macronutriments seront les mêmes. Donc bien vu, 90% de bonnes réponses. Ça fait plaisir. Avec le recul, qu'est-ce que tu penses de toutes ces réponses? Est-ce qu'elles s'en sont bien sorties avec ce petit quiz? Vous vous en êtes carrément bien sortis. Moi, ça m'a même rassurée en fait. Je pensais que le monde du fitness avait un peu plus de soucis à se faire. Au final, pas du tout. Ceci dit, j'aurais bien aimé que ce quiz soit présenté à encore plus de femmes pour qu'on ait encore plus de réponses et qu'on puisse voir effectivement là, on peut encore vous éduquer, s'éduquer tous ensemble. Mais je pense que c'est en bonne voie et ça fait plaisir de voir que certains dictats ne sont plus d'actualité. Ouais, merci en tout cas à toutes celles qui ont participé. Les gars, on vous oublie pas, il y a un quiz pour vous qui est prévu très bientôt. Par contre, lui, il va être costaud. Je vais lâcher des sournoiseries à tout bout de champ. Vous allez transpirer pendant le quiz, ça va être génial. Et puis Amanda sera aussi avec moi pour le petit débrief. Merci Amanda. Merci à toi. À plus tard pour la prochaine vidéo. Les amis, si ça vous a plu, pouce en l'air, abonnement. Et nous, on se retrouve dans quelques jours. À plus.